Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Didier Maisto. Bonjour à tous. Alors vous êtes journaliste indépendant, vous êtes notre partenaire du jeudi et puis nous sommes avec François Gervais. Bonjour François Gervais. Bonjour. Vous êtes physicien, professeur émérite à l'université de Tours et puis vous êtes auteur donc de ce livre, Le déraisonnement climatique, climat, énergie, ressources, revenir à la science pour éviter la ruine aux éditions L'Artilleur. Alors on vous invite maintenant parce que je ne sais pas si vous avez vu mais des députés, en tout cas un ensemble de députés de l'Assemblée nationale veulent interdire le climat les débats sur le climat avec les climato-sceptiques. Alors comment vous avez réagi à cette nouvelle Auquel cas, il faut profiter de cette émission. Voilà, c'est ça, exactement. La dernière fois que vous auriez voilà. La possibilité de m'inviter. Après c'est terminé. Alors je rappelle que vous n'êtes pas un uluberlu, vous n'êtes pas un complotiste, vous êtes physicien, vous êtes professeur émérite à l'université de Tours. Comment vous expliquez qu'il y a un tel tabou sur le climato-sceptisme aujourd'hui pour que ça soit légiféré, qu'il y ait une loi pour interdire même tout débat là-dessus? Le terme climato-sceptique est intrinsèquement aberrant. Le scepticisme est une vertu cardinale pour tout scientifique. Donc je comprends pas, et il y a beaucoup de choses que je comprends pas, qu'on ait mis ça en avant en vantant la qualité, en réalité, du scientifique pour justement ne pas tout prendre pour argent comptant, d'être sceptique et de creuser à chaque fois le dossier. Interdire le débat, c'est une absurdité. Parce que vous, justement, vous dénoncez ce qu'on appelle le consensus scientifique. On parle de consensus scientifique, mais vous dénoncez ce terme. Vous pensez justement que ça empêche tout débat, notamment scientifique. Le consensus, c'est l'argument que l'on met en avant lorsqu'on n'a pas de démonstration. Donc, c'est le contraire de la science. En pratique, si on regarde, j'ai épluché le rapport R5, puis le rapport R6 du GIEC, puisque j'ai été accrédité expert reviewer pour le 5 et pour le 6. Et quand on regarde les projections des modèles de climat retenus par le GIEC, il y a 300% d'incertitude entre la projection qui donne la valeur la plus basse et celle qui donne la valeur la plus haute, qui, elle, s'éloigne énormément des observations. Donc, il n'y a pas de consensus de toute façon, même dans les rapports du GIEC. Alors justement, avant de donner la parole à Didier Maisto, je rappelle donc que vous êtes physicien, vous êtes professeur émérite à l'université de Tours depuis un moment. Hein, voilà, on va pas, je vais pas vous demander votre âge, mais ça fait 1900 combien vous m'avez dit? 1996. Voilà, je suis retraité depuis 10 ans. Hein. Voilà, depuis 1996. Comment vous avez vu cette évolution? Parce que vous êtes professeur depuis longtemps et évidemment, vous avez suivi l'évolution des mentalités, notamment sur cette question climatique. Comment petit à petit on est arrivé donc, dans ce que vous appelez dans votre livre quasiment à quelque chose de religieux, notamment sur cette question-là? Oui. J'étais directeur d'un laboratoire qui a été labellisé UMR 6147 par le CNRS. Et donc, je n'avais pas trop le temps à ce moment-là de m'occuper d'autre chose. J'étais vraiment très pris par ce travail. Une fois que j'ai pris ma retraite en 2012, j'ai retrouvé des espaces de liberté et j'ai eu la curiosité de lire le rapport qui était AR4 à l'époque, le rapport AR4 du GIEC. Je me suis étonné que ne figurait pas le spectre infrarouge du CO2 atmosphérique. Alors, dans le livre que vous avez cité, il y a un chapitre pour ceux qui veulent se renseigner sur qu'est-ce que c'est que le spectre infrarouge et comment ça donne une mesure précise de l'impact du CO2 atmosphérique sur l'atmosphère. C'est une mesure. Pourquoi le rapport ne met-il pas cette mesure? C'est une vraie question. Donc, j'ai candidaté comme expert reviewer, ils ont pris ma candidature. Rebelote, alors j'ai demandé à ce que le spectre infrarouge soit mis dans le rapport, il n'a pas été mis. Dans la deuxième version, deuxième brouillon du rapport R5, il figurait toujours pas.
J'ai recandidaté pour le rapport R6, ma candidature a été retenue. Dans le premier brouillon, j'ai insisté pour qu'on ajoute cette donnée importante sur l'impact du CO2 atmosphérique. Ils ne l'ont pas fait. Dans la deuxième brouillon du rapport, il n'y était toujours pas, et pas davantage dans les versions finales. Parce que ça gêne justement, ce rapport, il gêne... Ça serait dévastateur. Ça montrerait finalement que l'effet n'est pas aussi alarmiste qu'on prétend qu'il le serait. Alors justement, on va essayer de voir pourquoi le GIEC justement est pas à l'aise justement avec vos analyses. Je donne la parole à Didier Maisto sur ce livre, je rappelle, Le déraisonnement climatique aux éditions L'Artilleur. Oui, en fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce livre, c'est qu'il est concret, il ne part pas dans tous les sens sur des débats théoriques. Et justement, j'aimerais bien interroger M. Gervais sur cette notion de carbone, parce qu'il y a tout un chapitre qui lui est consacré, on vient de parler de l'infrarouge. Ce dioxyde de carbone, on entend, il faut décarboner à longueur de temps, créer des néologismes, le carbone accusé de tous les maux. Qu'en est-il exactement, en quelques mots? Comment le carbone peut-il être bénéfique? Quel type de carbone pour que nos auditeurs puissent comprendre et trier le bon grain, si j'ose dire, de livrer le bon carbone du mauvais carbone? Alors, le carbone, c'est le diamant, par exemple. Bon, un diamant est éternel, comme chacun sait. Bon. Mais ce n'est pas celui-là dont il est question. C'est le dioxyde de carbone, CO2, 2 atomes d'oxygène pour 1 atome de carbone, qui se trouve dans l'atmosphère, mais dans une concentration très faible, 0,04%. C'est vrai que cette concentration a augmenté, elle est passée en un siècle de 0,03% à 0,04%. Pour donner une comparaison, imaginons un stade où il y a 10 000 personnes, il y a une personne de plus qui représente l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Une personne sur 10 000. Ça, c'est pour fixer concrètement l'ordre de grandeur. Qu'est-ce que ça représente. Alors, il faut insister sur le fait, parce que ça, en général, c'est pas évoqué dans la question, qu'un tiers de nos émissions de CO2 profitent à la végétation et en particulier aux plantes nutritives, aux récoltes. Pourquoi ? Parce que la végétation, si la concentration de CO2 dans notre atmosphère baissait de seulement 60%, il n'y aurait plus de végétation sur Terre et donc il n'y aurait plus de vie sur Terre. C'est donc qu'il y a eu cette augmentation de 0,03%, 0,04% en un siècle. On peut le voir comme une marge de sécurité, car la concentration de CO2 dans l'atmosphère de la Terre, depuis que la Terre existe, 5 milliards d'années, est devenue très basse. C'est donc une marge de sécurité. Et de fait, on constate pour les plantes nutritives, ça a été mesuré en laboratoire, plante par plante, pour 45 plantes, qui assurent 95% de la nourriture mondiale en céréales, fruits et légumes. Le bénéfice est là. Il se voit également dans la production agricole de ces dernières années. Et comme la population de la planète a été multipliée par 2 en l'espace de 50 ans, c'est pas négligeable. L'augmentation. Vous parlez de 30% qui bénéficient aux végétaux, finalement, aux fruits, aux légumes et aux plantes, et les 70 autres pourcents, mettons un peu plus des 2 tiers, que deviennent-ils? Alors, moi, j'ai lu votre livre, mais c'est pour que tout le monde... Je trouve que c'est intéressant de partir de ça. Il y en a 44% qui restent dans l'atmosphère, et qui, effectivement, peut contribuer à une contribution au réchauffement de notre planète. Il y en a une autre partie qui profite au plancton marin, et donc, c'est un des éléments de nourriture de la chaîne marine. Et puis, le CO2 est très soluble dans l'eau, donc il y en a une partie également qui se dissout dans les océans. Il y a 60 fois plus de CO2 dans les océans que dans l'atmosphère. Tout le monde connaît les boissons gazeuses. Il y a le gaz dans les boissons gazeuses, c'est du CO2, tout simplement. Alors justement, pour poursuivre, si Corentin me le permet,
c'est cette histoire aussi, vous en faites ça irradie un peu tout le long du livre, et puis vous en faites un chapitre sur cette question des voitures électriques. Et puis ça, c'est aussi dans votre introduction et pour partie dans votre conclusion. On vit dans cette histoire, un peu cette fable, que nous allons tous rouler en électrique et que comme ça, on va sauver la planète. Or, vous battez en brèche, c'est le moins qu'on puisse dire, cette idée d'électrification finalement de toutes nos vies pour sauver la planète. Est-ce que vous pouvez un peu développer en quelques minutes cet axe qui est important dans votre travail? Imaginons une voiture qui émet 100 grammes de CO2 au kilomètre, qui doit être à peu près la moyenne des ventes des voitures actuellement ou de celles qui sont actuellement en circulation. 100 grammes de CO2 au kilomètre. En reprenant les chiffres qui sont dans le dernier rapport du GIEC, si on considère 1 million de ces voitures qui parcourent chacune 100 000 kilomètres, on aura réchauffé la planète de 2 millionièmes de degrés. Autrement dit, si on remplace 1 million de ces voitures par des véhicules électriques, on évite à la planète de se réchauffer de 2 millionièmes de degrés, c'est-à-dire rien. Le résultat, c'est que tout ça ne sert à rien. Alors, ce n'est pas mesurable. Justement, on parle beaucoup du GIEC. Est-ce que vous pouvez revenir pour nos auditeurs, qu'est-ce que le GIEC et aussi quelle est sa légitimité et aussi de qui dépend le GIEC finalement? Parce que est-ce que ce GIEC est complètement neutre ou complètement indépendant ou non? Le GIEC dépend de l'Organisation des Nations Unies. C'est l'Organisation des Nations Unies qui également organise les COP. La 28e, ça va commencer le 30 novembre. Il y en a une tous les ans. Les conférences des parties. Le GIEC, les conférences des parties sont sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. C'est le groupe d'experts intergouvernemental, j'insiste sur le mot intergouvernemental, sur l'évolution du climat. Sa mission est de déterminer quelle est l'influence de l'homme sur le climat. Alors à ce propos, c'est encore un résultat que ne citent pas les rapports du GIEC, que nous dit le plus ancien thermomètre du monde, qui a été inventé il y a 360 ans et qui mesure la température, il s'appelle Central England, ça vous dit à peu près où il se trouve, Central England, et il mesure la température à cet endroit-là depuis 360 ans. Eh bien, c'est vrai que depuis 360 ans, il y a eu un réchauffement. Bien avant que les émissions de CO2. Et vous parliez tout à l'heure du dérèglement climatique. On ne voit aucun règlement dans les fluctuations autour de la moyenne. Quand je dis il y a eu un réchauffement, c'est la moyenne des températures qui s'est effectivement réchauffée. Mais autour de cette moyenne, ce qu'on appelle habituellement les écarts aux moyennes de saison au-dessus ou en dessous, il y a des fluctuations il y a 360 ans qui sont de même amplitude que ce qu'elles sont aujourd'hui. On serait bien en peine de trouver un règlement et encore moins un dérèglement. Et justement, je vous propose même, vous parlez d'il y a 360 ans, puis on parle aussi de milliers d'années, et justement on se rend compte qu'il y a des milliers d'années, il y avait aussi donc des refroidissements et des réchauffements de la planète, sachant qu'il n'y avait pas l'activité industrielle de l'homme qu'on a aujourd'hui. Donc finalement, il y a ce que Steve Conning appelle cette part d'incertitude aussi dans l'impact véritablement de l'homme sur ce réchauffement climatique. Alors, on peut citer, puisque vous m'y invitez indirectement, ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch. Effectivement, ce sont des cycles naturels qui sont liés à l'inclinaison, enfin, aux paramètres d'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil, paramètres orbitaux. Effectivement, à peu près tous les 100 000 ans, il y a une longue période de refroidissement, ce qu'on appelle un âge glaciaire, et puis alors, celui qui nous concerne, nous, directement, ça a commencé à se réchauffer il y a 12 000 ans. C'est pas si vieux, hein. Il y a 12 000 ans. Il y a 12 000 ans, en l'espace de 6 000 ans, une grande partie des glaces qui se trouvent à la surface de la Terre a fondu et les océans sont montés de 120 mètres. Les océans sont montés de 120 mètres.
il y a il y a 12 000 ans et il y a 6 000 ans. Mhm. C'est considérable. Et ce qu'on observe aujourd'hui, la lente finale de ce réchauffement, car on est actuellement dans une phase chaude de l'histoire de la Terre par rapport à ses paramètres orbitaux, eh bien, il y aura à nouveau un refroidissement quand on ne sait pas exactement, peut-être dans quelques milliers d'années. Donc, on a le temps, on a le temps de profiter du bon soleil en ce moment. Didier Maistre. Alors, oui, alors c'est intéressant parce je pense qu'il y a deux débats. Il y a effectivement celui du temps long sur lequel vous travaillez, et il y a celui du temps court, et j'allais dire même du temps très court, celui le temps politique et le temps médiatique, ce qui est finalement la même chose aujourd'hui. Dans ce temps très court, qu'est-ce que vous répondez aux gens, et j'imagine qu'ils sont légion, qui vous disent « Oui, mais on ne peut pas continuer comme ça. Regardez l'industrie agroalimentaire, notamment, par ses méthodes, produits du réchauffement, la mondialisation par ses échanges. On sait que le nombre d'avions va doubler, etc. Les super navires, les super tankers qui polluent comme 1 million de véhicules en une traversée d'océan. Est-ce que pour vous, on peut encore se permettre de tirer comme ça sur la corde? Je ne parle pas simplement de réchauffement climatique, mais on sait qu'à partir du mois de juillet, du mois d'août, on a épuisé, d'après un certain nombre d'études, les ressources de la Terre, c'est-à-dire on est en surconsommation. Ou est-ce que, selon vous, tout ça, c'est aussi du cirque, et on peut se permettre, on a des marges de sécurité, des marges de manœuvre, et que c'est un discours alarmiste? Ce discours, il faut l'adresser en premier lieu à la Chine, qui est responsable d'un tiers des émissions mondiales de CO2, suivi des États-Unis et de l'Inde. La Chine, à elle seule, consomme la moitié du charbon mondial. Ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas en France, ça représente 1% des émissions mondiales. Ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, ça ne changera rien. Il faut le dire. Et certains disent même un peu moins aujourd'hui, avec les efforts qui ont été faits. On serait plutôt autour de 0,9. De toute façon, la tendance aux émissions a plutôt l'air de plafonner. Il n'y a pas d'augmentation considérable depuis quelques années des émissions. Ça dépend des pays, parce qu'effectivement, les pays qui veulent se développer et qui vont utiliser, ils l'ont dit, à la COP26 de Glasgow, ils l'ont dit, l'Inde en particulier, dit on a besoin du charbon, c'est l'énergie la moins chère à l'heure actuelle, on a besoin du charbon pour faire de l'électricité et sortir notre population de la misère, parce que c'est ça, le fond des choses. Alors François Gervais là-dessus, sur ce GIEC, et puis aussi sur une espèce de tartufferie aussi d'une certaine partie des élites qui eux utilisent des jets privés, et puis qui mangent de la viande justement. Est-ce que vous pensez c'est un retour, en tout cas ce que vous dites dans votre livre Le déraisonnement climatique aux éditions L'Artilleur, un retour d'une religion verte, une religion écologiste où en fait on a besoin aussi d'un discours alarmiste pour pouvoir vendre, entre guillemets, un discours religieux, écolo et vert? Il est évident que le catastrophisme, ça se vend bien dans les médias, pas le vôtre, puisque vous m'invitez, mais on vous invite avant que ça soit interdit, oui. se vend bien. Par ailleurs, on sait que la peur est un instrument de pouvoir. Et certains en usent et en abusent même de cet instrument de pouvoir. Et justement, ils en abusent, donc ça permet aussi cette peur, ce qu'on appelle l'éco-anxiété, comment vous expliquer, qui vient justement de tout ce discours du rapport du GIEC en disant on va mourir dans 20, dans 30 ans, dans 40 ans. Alors moi, je suis jeune, je suis né dans les débuts des années 90, mais déjà dans les années 2000, on nous disait en 2010, il n'y aura plus de calottes glaciaires, en 2015, il n'y aura plus d'ours polaires, il y aura tant d'animaux qui vont disparaître. Et finalement, avec du recul, on s'est rendu compte que c'était faux. Donc il y a ce discours un petit peu apocalyptique, et puis on nous dit, j'ai l'impression que l'apocalypse recule toutes les 5-10 ans.
Alors, puisque vous avez évoqué les ours polaires, je ne suis pas spécialiste des ours polaires, mais je côtoie des spécialistes des ours polaires qui nous disent que leur population a triplé depuis 1950. Donc, comme l'ours polaire consomme une cinquantaine de phoques par an, ceux qui ne sont pas contents, ce sont les phoques. Hein. C'est le carnage, puisque la population des ours a triplé. Non, bon, ceci, c'est anecdotique, bien évidemment. Oui, alors justement. Alors effectivement, le nombre de catastrophes qui ont été annoncées et qui ne se sont pas produites, Dieu merci, il y en a une quand même qui risque de se produire. C'est simplement le fait que vous avez évoqué le tout électrique et tout ce qui peut s'y rattacher. On s'aperçoit à l'heure actuelle, en regardant les retours d'investissement sur l'investissement, justement, que aux États-Unis en particulier, pour l'éolien en mer, les entreprises en ce moment chutent à la bourse. Les retours sur investissement n'ont pas l'air d'être à la mesure de ce que certains en attendaient, en dépit d'un grand nombre de subventions. Donc, il pourrait y avoir, enfin c'est ce que je crains, entre autres, on reviendra sur les jeunes après parce que ça c'est vraiment important. Ce qu'on peut craindre d'un point de vue pour les investisseurs, c'est un retour sur l'investissement qui ne soit pas à la hauteur de leurs espoirs. Autrement dit qu'après la bulle Internet, la bulle des subprimes aux États-Unis, on est peut-être une bulle climatique. Alors pour revenir sur les jeunes, ça c'est vraiment inquiétant et grave. François Gervier, on va revenir sur ces jeunes, sur cette éco-anxiété. Je vous propose qu'on revienne là-dessus juste après le bulletin d'actualité, parce que Didier Maisto connaît la règle, il est 9h, donc c'est l'heure du bulletin de Liselotte Dutreuil. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Alors, nous étions avec vous, François Gervais, vous nous parliez de la jeunesse et de cette éco-anxiété, donc éco en rapport à l'écologie et anxiété, donc l'anxiété face à ce discours, notamment le discours du GIEC qui est préoccupant, qui nous dit que nous allons tous mourir d'ici 5, 10, 20, 30, 40 ans. C'est au-delà même du GIEC, c'est l'Organisation des Nations Unies elle-même qui enjoint le système éducatif de propager cette anxiété. Et ça, c'est grave. Oui, donc qui propage cette anxiété, mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que le GIEC, pourquoi propager cette anxiété, quels sont les bénéfices pourquoi les Nations Unies veulent propager cette anxiété, cette peur dans le monde, quels sont les bénéfices? Ça, faudrait leur demander le pourquoi. Hein. Ça sort de ma compétence de physicien. En revanche, ce sur quoi je voudrais attirer l'attention des jeunes anxieux. Est-ce que vous vous rendez compte, les jeunes en ce moment, que entre un petit matin frisquet et une après-midi avec un beau soleil, il y a 20 degrés d'écart entre le matin et l'après-midi. Et ces 20 degrés d'écart, ça ne nous empêche absolument pas de vivre, ça n'empêche absolument pas les animaux, ceux qui vivent dehors, de vivre. Finalement, nos anciens, surtout s'ils étaient paysans, ils regardaient deux choses. Ils regardaient un instrument très important, c'est le baromètre. Le baromètre, et ils regardaient la girouette au sommet du clocher du village. La girouette indiquait la direction du vent. En France, si le vent vient du nord, il fait plus froid. Si le vent vient du sud, il fait plus chaud. Et si le vent vient d'ouest, il peut apporter la pluie. Bon, ça, c'est ce que faisaient nos anciens. Et ils regardaient également le baromètre qui indique les variations de pression atmosphérique. Là, on ne parle pas de température. Hein. On parle de pression atmosphérique qui permettait de voir si le beau temps allait continuer, haute pression. Au contraire, basse pression, très basse pression, on pouvait attendre de la pluie, voire des tempêtes. Oui, donc finalement, on se rend compte qu'il y a toujours, que la différence de degré n'est pas si énorme. Didier Maisto. Alors, deux questions. Que répondez-vous
aux gens qui mettent en avant les études. Par exemple, on voit en termes de végétation, une végétation, si on prend la France, qui était plutôt méditerranéenne, avec toute la faune qui est associée, les cigales, qu'on entend maintenant régulièrement, par exemple à Lyon, ou les vignobles. Beaucoup d'agriculteurs, de viticulteurs réfléchissent à changer, à remplacer leurs cépages, parce que ils ne sont plus tellement adaptés. Les vins sont tellement élevés, la teneur en sucre est tellement élevée que ça fait des vins trop forts et avec des raisins qui ne résistent pas à la chaleur. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça? Et deuxième question, je trouve ça intéressant. Vous parlez dans votre livre de l'hydrogène. On entend beaucoup de choses sur l'hydrogène, qui serait pour certains la solution miracle, pour d'autres c'est trop compliqué parce qu'extraire la molécule, ça coûte cher, ça demande beaucoup d'eau, ça demande beaucoup de travail. Qu'en est-il réellement? Est-ce que pour vous, c'est une piste d'avenir? Alors, si vous voulez, je commence par répondre à la deuxième question sur l'hydrogène, puis ensuite on pourra revenir au très bon vin qu'on a depuis 20 ans. Je suis amateur et les années depuis 2000 sont excellentes. Bon, alors, l'hydrogène. Il y a deux aspects de l'hydrogène très différents. L'hydrogène, c'est la composition du Soleil. Et si le Soleil nous envoie autant d'énergie, de chaleur, de lumière, c'est parce que l'hydrogène qui se trouve dans le Soleil, comme dans les autres étoiles d'ailleurs, fusionne pour former des noyaux d'hélium. Et cette fusion qu'on appelle thermonucléaire provoque une énergie formidable. C'est ce qu'on essaye de refaire sur Terre. De deux façons, soit avec une machine qu'on appelle un tokamak, qui va confiner un plasma, et ça c'est le projet en construction dans le sud de la France c'est un projet mondial, qui s'appelle ITER, et puis on le fait également avec ce qu'on appelle des lasers mégajoules, et là récemment il y a eu un résultat positif. On est encore au stade de la recherche, on n'est pas encore au stade de l'industrialisation, mais au stade de la recherche, le laser mégajoule de Livermore aux États-Unis a réussi à produire plus d'énergie qu'il a fallu en dépenser pour déclencher la réaction de fusion thermonucléaire. Bon, il y a encore beaucoup de recherches à faire, mais ça peut être à l'avenir une piste extrêmement intéressante pour produire l'énergie lorsqu'il n'y aura plus de combustible fossile et tout cela. Bien évidemment, on continue la recherche là-dessus. Ça, c'est un des aspects de l'hydrogène. Fusion thermonucléaire contrôlée. L'autre aspect, c'est de faire rouler des véhicules avec une pile à combustible alimentée par de l'hydrogène. L'hydrogène qui se combine avec l'oxygène de l'air dans une pile à combustible pour pour véhiculer. Alors, ça peut être un train, ça peut être un véhicule à 4 roues, peu importe. Le procédé est toujours le même. Donc, ça rentre dans la catégorie des véhicules électriques, puisque c'est une pile à combustible. En fait, il y a la source de la propulsion. Alors, le problème, c'est que l'hydrogène, il faut le fabriquer. À l'heure actuelle, l'hydrogène, c'est un gaz utilisé de façon industrielle, mais à partir de méthane. On le fabrique. Le méthane, c'est carbone, 4 hydrogènes, et on le fabrique à partir de méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre. Donc, je veux dire, remplacer. Alors, attendez, François Gervais. Le méthane par de l'hydrogène n'a pas d'intérêt du point de vue des gaz à effet de serre. Donc, il faudrait le fabriquer par électrolyse de l'eau pour que ça soit un gaz, comme on dit, vert. Seulement, l'électrolyse de l'eau, ça dépense une quantité d'énergie considérable, et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à présent, personne n'avait eu l'idée de le faire. Alors, à suivre. Oui, alors, et c'est pour ça que vous dites justement dans votre livre Climat, énergie, ressources, revenir à la science pour éviter la ruine, parce que tout ce déraisonnement climatique, c'est-à-dire que ce que vous dénoncez, c'est vraiment qu'il n'y a plus de raison par rapport à ce sujet. On interdit le débat, les rapports notamment du GIEC ne sont pas toujours complètement transparents sur plusieurs choses, et notamment,
on est sur une ruine au nom de ce déraisonnement, au nom d'une certaine idéologie verte. On va à la ruine et justement on renonce aujourd'hui véritablement à la science, en tout cas à la science que vous aimez vous et que vous avez toujours défendu François Gervais. Je rappelle, vous êtes physicien. Oui. Oui, Darwin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le rapport Pisani-Ferry qui est sorti en mai dernier et qui dit que pour décarboner la France, il faudrait dépenser 67 milliards par an. 67 milliards par an. Alors que la France est responsable chaque année d'un réchauffement d'un 20 millième de degré, selon les chiffres du rapport du GIEC. Hein. Selon moi, c'est plutôt un 40 millième de degré. Mais de toute façon, ça fait déjà tellement de zéro derrière le virgule que c'est pas la peine de chipoter. Oui, c'est ce que vous dites, c'est que même avec les rapports du GIEC, même quand on sait que c'est souvent orienté, même avec ces rapports-là, en fait, ce n'est pas si alarmant que ça quand on sait véritablement les traduire. Selon les chiffres du GIEC, réchauffe la planète chaque année d'un 20 millième de degré. Vous vous rendez compte? Et justement, mais alors, moi je voulais revenir sur la ruine. Pourquoi pour vous, on va vers la ruine avec ce déraisonnement climatique? Parce qu'on va dépenser énormément d'argent pour rien. Ça ne changera rien, ni au dérèglement, ni au réchauffement. Je rappelle tout de même que tout le monde est à peu près d'accord que notre planète s'est réchauffée d'1 degré entre, on va dire, 1910 et 2020. 1 degré, à peu près. Mais il y a eu un réchauffement de 0,6 degré entre 1910 et 1945. Et depuis 1945, qui marque le début de l'accélération des émissions de CO2, 0,4 degré depuis. Alors, il y a des fluctuations, bien sûr, en plus. Je rappelle que le climat est défini, la moyenne de la température de la Terre sur 30 ans. Ce n'est pas les fluctuations qui comptent pour définir le climat. Oui, est-ce que vous diriez, en tant que scientifique, quand vous entendez tous ces débats, que la science a reculé beaucoup? Est-ce que ça vous affecte? Et est-ce qu'au nom de la science, qui finalement est beaucoup du scientisme aujourd'hui, un discours politique enrobé de quelques formules creuses, avant c'était l'Europe, aujourd'hui c'est la planète, c'est assez fédérateur dans l'absolu et assez flou pour que tout le monde soit d'accord, est-ce que vous diriez qu'on est dans une époque qui fait la part belle à l'obscurantisme sous couvert de discours scientifiques, de consensus dont on nous rebat sans cesse les oreilles, au sein d'une communauté scientifique dont on se demande bien ce qu'elle est et si elle existe. Moi, je ne sais pas ce qu'est non plus une communauté scientifique. Je ne vous contredirai malheureusement pas. J'assiste depuis 55 ans que je pratique la recherche scientifique au quotidien à une perte de culture en général et de culture scientifique en particulier. Et pourtant, j'ai milité moi-même dans le cadre de Centre en Sciences, qui était l'organe en région Centre de développement de la culture scientifique. Mais on est obligé de constater qu'il y a réellement une perte de culture scientifique. Chez les plus jeunes, la science a perdu 18 points dans le classement. C'est affolant. C'est affolant. Pour en revenir, non pas à la science, parce que la recherche, elle, continue à bien se développer, ça, je peux en témoigner. C'est-à-dire qu'on continue à publier, je continue à publier avec des collègues, nous continuons à passer des brevets. Non, la science, ça marche, ça avance. Mais simplement, il y a certains aspects qui, effectivement, peuvent être critiquables et donc dénoncés à ce titre. Et justement, vous dites que ça fait donc 55 ans de pratique. Aujourd'hui, il y a des nouveaux scientifiques, des scientifiques évidemment qui se penchent aussi sur cette question, et puis des scientifiques, des jeunes donc, qui ont eu ce discours, on va dire, alarmiste sur l'écologie. Comment vous voyez cette nouvelle aussi génération de scientifiques? Est-ce qu'il y a un tel climatiquement correct que ça va être difficile
donc c'est déjà difficile dans les médias, mais que c'est d'autant plus difficile à l'université sur ces questions-là d'avoir un discours qui va à contre-courant justement d'une sorte de doxa aujourd'hui là-dessus sur le climat. C'est évident que j'ai commencé à publier dans des revues internationales à comité de lecture sur ce sujet-là, puis à écrire des livres en français pour vulgariser un col provo, parce que dire une publication dans une revue scientifique à comité de lecture, c'est pas forcément facile. Donc, j'ai commencé à le faire qu'une fois que j'ai pris ma retraite et que je n'étais plus directeur d'un laboratoire, car j'aurais mis mon laboratoire en danger. Et j'aurais tendance à décourager les jeunes qui seraient tentés pour aller dans ce sens-là, de ne pas le faire, sinon ils vont flinguer leur carrière. Et justement, ils vont flinguer leur carrière parce que c'est quoi? C'est en tout cas les autorités de l'université qui font pression. Comment se fait-il qu'aujourd'hui... Il y a clairement une pression. C'est ce qu'on appelle le consensus, le prétendu consensus, parce que le consensus parmi les scientifiques, lui, n'existe pas du tout. Mais le consensus on va dire, de ceux qui ont du pouvoir politique. Ouais, c'est ça, le consensus médiatico-politique qui n'est plus finalement scientifique et on le répète, qui est quasiment religieux. En tout cas, merci pour votre courage d'avoir écrit ce livre, François Gervais, parce que même si vous êtes à la retraite, il faut être courageux pour écrire ce livre et puis pour défendre vos idées. Je rappelle le titre, Le déraisonnement climatique, climat, énergie, ressources, revenir à la science pour éviter la ruine, le grand déni énergétique, aux éditions L'Artilleur. Et puis je remercie notre partenaire du jour, Didier Maisto. Je rappelle, journaliste indépendant. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau livre. Merci à tous les deux.